Donc je vais vous parler ce soir de la légitimité royale en France. Ce sujet que je vais traiter est en apparence assez évident. En réalité, nous verrons qu'il est assez compliqué. En effet, d'abord, il faut préciser que la notion de légitimité est une notion complexe, car il y a une différence entre la notion de légitimité et la notion de légalité. Normalement, le droit positif ne connaît pas de différence entre la légitimité et la légalité. Ce qui est légal est légitime. Donc la notion de légitimité apparaît dans le droit comme quelque chose d'un peu superflu. En réalité, dans la notion de légitimité, il y a une notion qualitative. Le droit positif, c'est la contrainte collective que nous subissons. La légitimité, c'est la conformité à une règle qualitativement supérieure. Soit parce que cette règle puise dans les principes les plus sacrés, soit parce que c'est une règle extrêmement ancienne, soit parce que c'est une règle profondément naturelle, ou encore qu'elle a un rapport avec le lien du devoir qui rattache à la patrie. Or, le débat sur la légitimité royale s'est cantonné, ces dernières années, au champ clos d'une querelle juridique limitée étroitement aux règles de succession du Xe siècle à la fin du XVIIIe siècle. En fin de compte, toute la question de la discussion sur la légitimité se limite à savoir si les renonciations d'Utrecht sont valables. Il en résulte que personne n'est véritablement à l'aise pour parler de ce sujet. Alors, je vais donc passer en revue toutes les questions qui se posent, et je sais que ce ne sera pas simple, parce que la généalogie est quelque chose de compliqué, avec des ramifications énormes. Beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Alors je vais essayer de vous donner, avant de commencer mon exposé, un lien directeur. Maurras a parlé de la volonté restauratrice de l'Action française en disant que cette volonté de restauration en faveur de la famille d'Orléans, d'Orléans-Bourbon, bien sûr, parce que les Orléans, c'est une branche des Bourbons, est fondée sur le fait qu'elle est la seule dynastie nationale. Et ce n'est pas, donc, l'Action française n'a pas fondé son combat uniquement sur la loi successorale, en vertu de laquelle, ajoute Maurras, ces droits ne sont du reste pas douteux. Ce qui veut dire que pour Maurras, oui, bien sûr, ce sont les Orléans qui sont légitimes, hein, la loi successorale leur donne cette qualité, mais ce n'est pas pour ça, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Orléans sont la dynastie nationale. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, au cours de mon exposé, chaque fois que les choses commencent à s'obscurcir, eh bien, revenons à cette maxime, elle nous permettra un petit peu de garder la verticale, une boussole, garder le nord, quelque chose. En effet, les règles de succession royale sont faites de tradition. La tradition, on fait comme nous, on fait nos ancêtres. Ce que nos ancêtres ont fait, nous le continuons. Elle est fondée sur la notion de transmission et de continuité. Deuxièmement, les règles de succession sont faites d'histoire, également d'idéologie royale, et enfin de politique. Et non pas seulement de droit. Nous sommes devant des phénomènes historiques et non pas seulement sur une question contractuelle, une question de droit. Alors, dans une première partie de mon exposé, je vais rappeler quelles sont les caractéristiques de ces lois successorales du droit royal, en partant de la façon dont ces règles ont été sécrétées par l'histoire,
s'accumulant les unes sur les autres au gré de la nécessité. Avant de commencer, je vais donc commencer à vous rappeler les branches successives de la dynastie qui a régné sur la France, la dynastie capétienne. Quelles sont-elles? Eh bien, d'abord, vous avez les Capétiens directs, 987-1328. C'est-à-dire que ce sont des gens, les Capétiens directs, qui ont chaque fois eu un fils pour le succéder. Ça a duré quand même longtemps. Vous voyez, ça a duré 300 ans. Hein. Pendant 300 ans, eh bien, à chaque génération, il y avait un fils pour succéder à son père. Ce qui a permis l'établissement d'une dynastie très solide. Parce que ce genre de choses, d'événements, ça n'arrive pas souvent dans l'histoire. Hein. De nombreuses dynasties européennes ont duré beaucoup moins que 2 siècles. Ou alors il a fallu faire appel à des collatéraux, etc. Le dernier des Capétiens directs, c'est Charles IV. À partir de 1328, on fait appel à des collatéraux avec la dynastie des Valois, qui sont une dynastie collatérale des Capétiens directs. D'ailleurs, on fera appel à 2 branches des Valois successivement. Le premier des Valois, c'est Philippe VI, et le dernier, c'est Henri III. Et puis après Henri III, eh bien, on va passer à une autre dynastie, une autre branche collatérale, avec les Bourbons. De 1589 à 2016, aujourd'hui, avec passage en 1883 de la branche Bourbon-Valois à la branche Bourbon-Orléans. Mais c'est toujours les Bourbons. C'est au niveau de cette transmission de 1883 que se situe la querelle que l'on appelle celle des Blancs d'Espagne. Maintenant, je vais vous exprimer, une fois qu'on a vu rapidement cette liste, je vais vous parler des lois fondamentales du royaume. Il faut savoir que la France a élaboré une conception extrêmement exigeante de la monarchie. Beaucoup plus exigeante que la plupart des autres pays d'Europe. Nous allons énumérer ces caractéristiques qui sont vraiment, qui font de la monarchie française quelque chose de très particulier, de presque unique. D'abord, il faut savoir que la dynastie française est la plus longue de l'histoire. Aucune dynastie n'a duré aussi longtemps que celle des Capétiens. Japon. Le Japon, on est passé d'une dynastie à l'autre à certains moments. Hein, on n'a pas eu en permanence la même durée. Bon, il faut parler des Danois, qui, eux, sont une dynastie très ancienne, mais un peu moins ancienne, à 15 ans près, que les Capétiens. Et puis le Danemark, c'est quand même un pays qui a connu beaucoup de hauts et de bas, et qui n'a jamais été un grand pays de manière continue comme la France. Alors, premier principe, l'hérédité. On hérite de la couronne par primogéniture, on ne s'en empare pas, et l'on n'est point désigné. C'est ainsi que les juristes, les légistes de le bel décrivent ce principe. Le principe d'hérédité existait déjà chez les Carolingiens et les Mérovingiens, mais avec les Capétiens, il va acquérir une force particulière, avec une formulation qui date du XIVe siècle et qui, nous allons le voir, a beaucoup d'importance. Le sang de France ne se présume point. Qu'est-ce que ça signifie? S'il y a parmi vous des juristes, eh bien, ils doivent connaître les présomptions du droit civil, et notamment la présomption pater ises, comme nuptiale et démonstrante, hein, la présomption de paternité. Le droit royal français ne connaît pas de présomption. Ça signifie que il n'est pas, s'il existe un doute public sur une naissance royale, eh bien, à ce moment-là, cette naissance doit être écartée. Donc, le roi de France, le sang de France ne se présume point. Il n'y a pas de présomption. Le mot ne se présume point, c'est un mot du droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présomption. C'est une présomption, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être prouvé.
Eh bien, non, le droit royal français échappe à cette présomption du droit romain. C'est donc une conception extrêmement exigeante de l'hérédité et qui s'explique par le fait qu'à la différence des Mérovingiens et des Carolingiens, les Capétiens mettent en première place le lignage et la famille souche. Certains historiens prétendent que ça tient au fait que les Capétiens ne sont pas une dynastie franque, mais une dynastie saxonne, ce qui faisait particulièrement enrager Maurras. Mais bon, encore qu'entre francs et saxons, on est toujours avec des germains. Hein. Deuxième principe, à côté de l'hérédité, la primogéniture. L'aîné des fils est l'héritier, les cadets n'ont droit qu'à des apanages pour assurer leur rang princier, un rang princier à leur descendance mâle légitime. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour les Capétiens, il n'y a plus de partage du royaume. Avec les Mérovingiens et les Carolingiens, à chaque génération, on coupe le royaume en morceaux. Et ce principe a continué dans de nombreux États d'Allemagne. C'est pour ça que vous avez les Saxe-Meiningen, les Saxe-Coburg-Gotha, les Saxe-Anhalt, etc. Vous avez quantité de branches qui chacune coupent un petit morceau du royaume pour faire une principauté indépendante. Et bien en France, il n'en est pas ainsi. Les Capétiens ont mis fin au partage du royaume à chaque dévolution. La succession est dévolue aux fils aînés, et à partir de 1316, où il n'y a plus de fils aîné, parce que le fils aîné est mort, eh bien, on passe aux frères cadets. Et puis, à partir de 1328, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe aux collatéraux, aux cousins. Troisième principe, la masculinité. La primogéniture est masculine. Ça, c'est un principe pour lequel la France a appliqué une règle sans exception. La France ne connaît pas la dévolution à des femmes. Le roi de France ne peut pas être une femme. Et c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel, parce qu'aucun autre pays ne connaît une loi salique, cette loi qu'on a appelée salique, en fait, c'était pas du tout, elle n'avait pas du tout pour origine les Francaliens, comme on disait, mais enfin, ça faisait bien dans le tableau. La monarchie française est portée par les hommes. Les légistes avaient retrouvé un passage de l'Évangile, vous savez, lorsque le Christ dit, veut parler de la providence de Dieu qui procure à chacun de quoi survivre. Les listes ne travaillent ni ne filent. L'Iliade non laborante n'est qu'éneinte, qui était la devise portée sous l'écu de France. Eh bien, les légistes, qui ont toujours la volonté de chercher une origine sacrée aux choses, disant l'Évangile qui a dit ça, ben ça s'applique à nous parce que les listes ne peuvent pas filer la quenouille, qui est une tâche essentiellement féminine. Pourquoi est-ce que ce principe de masculinité s'applique? Il n'est pas du tout évident que ce principe existait à l'origine. À l'origine, il n'y a pas de principe de masculinité. Seulement, à partir du XIVe siècle, eh bien, l'action se pose parce que l'un des candidats, et parmi les plus vraisemblables à la couronne, c'est tout simplement le roi d'Angleterre. Et alors là, catastrophe, parce que si le roi d'Angleterre avait régné sur la France, il n'aurait pas été véritablement roi de France. Hein. Il aurait utilisé la France comme une, disons, un lieu de pillage. Ça, il faut bien comprendre que quand j'entends des gens, d'esprits brillants qui disent après tout c'est bien dommage, ça aurait été bien que la France et l'Angleterre ne soient qu'un seul pays, c'était pas possible. Ça ne pouvait pas se passer parce que les rois d'Angleterre ne concevaient absolument pas la propriété de la France comme l'égale de la propriété de l'Angleterre. Hein. Le patrimoine de la France était un lieu de pillage. Et ce qu'ont fait les Anglais pendant toute leur occupation, ça n'a été jamais que ça. Piller, faire ce qu'on appelait des chevauchés, c'est-à-dire piller, brûler, et puis repartir. Voilà. Donc, les légistes disent que les femmes n'ont pas de droit à la succession parce qu'elles ne peuvent même pas assurer la transmission. On pourrait dire les femmes ne règnent pas, mais leur descendance peut régner. Non. Les légistes, Jean de Terre Rouge, grand légiste de Philippe le Bel, dit
les femmes, on ne peut transmettre un droit qu'on n'a pas, c'est-à-dire que si les femmes ne peuvent pas régner, elles ne peuvent pas non plus en transmettre les droits. La France ne peut pas être transmise par les femmes comme une dot. Très important. Et vous voyez poindre là la notion d'un bien commun, à tous les Français. La France est un héritage qui appartient aux Français à travers leur dynastie. Et on ne peut pas le céder à un étranger. Très important de comprendre cette attitude. Quatrième principe, la collatéralité masculine. Eh bien, on va, en cas d'absence de fils mâle, on va passer au collatéral le plus proche. Donc voilà, je vous ai parlé des Valois et des Bourbons. Je rappelle quand même que lorsque Henri III meurt, eh bien, Henri de Bourbon, qui deviendra Henri IV, roi de Navarre, était le cousin au 21e degré d'Henri III. Il fallait remonter au XIVe siècle pour trouver l'ancêtre commun. Pour remonter vraiment très loin dans le temps. Parce que je vous rappelle que les Bourbons sont une branche issue d'un fils de Saint-Louis, hein, donc au XIIIe siècle. D'ailleurs, à ce sujet, je dois vous dire que le petit prince Louis, petit prince espagnol, a écrit dans le télégramme de Brest une déclaration dans laquelle il dit que les Bourbons sont une dynastie qui existe depuis plus de 1000 ans. Certainement pas. Hein. J'ai répondu au télégramme de Brest en disant vous vous trompez, les Bourbons n'existent pas depuis 1000 ans, puisque la création des Bourbons, c'est du vivant de Saint-Louis, et donc c'est pas du tout 1000 ans, ça fait 700 ans, vous êtes trompé de 300 ans, monseigneur. Voilà. Bon. D'autre part, autre principe, alors qui appartient pas seulement au droit royal, mais au droit public, continuité de la couronne. Il n'y a pas d'interruption. Le roi est mort, vive le roi. C'est toute la théorie qui a été qui a été expliquée de manière très brillante par Ernest Kantorowicz, hein, les deux corps du roi. La théorie des deux corps du roi. Il y a un corps, le roi a deux corps. Il a un corps humain, un corps céleste, un corps mortel, et puis il a un corps qui est spirituel et qui lui ne meurt pas. Et quand le roi meurt, le corps du roi est transmis à son successeur. Et d'ailleurs, ceci est exprimé dans le rite du sacre, qui est un rite, un jour, si vous voulez, je ferai une conférence sur le rite du sacre, qui est absolument colossal, c'est quelque chose de merveilleux, le rite du sacre. Il y a tellement de choses. Comment ? Nous l'avons fait, j'ai présenté ça pour la Saint-Henri. Voilà, très bien. Eh bien, lorsque le roi, lorsque les évêques, les trois évêques arrivent à la porte et disent « Nous voulons voir le roi dort », ils répètent 3 fois, on le fait rentrer, le roi fait semblant de dormir, et on le réveille. Ça exprime le corps spirituel du roi que l'on réveille. C'est toute une symbolique qui était tout à fait comprise par les gens du temps, vous voyez. Mais c'est quand même, c'est merveilleux, ces coutumes qui étaient très si parlantes, n'est-ce pas? Voilà, ça signifie que le roi ne disparaît pas pour autant qu'un coup d'État va faire disparaître l'institution provisoirement. Autre principe, la catholicité. La catholicité est intrinsèque à la couronne de France. Alors, comme je vous l'ai dit hier, c'était quelque chose qui paraissait évident, mais à partir du XVIe siècle, eh bien, le protestantisme intervient, il a failli gagner, et eh bien, pendant les guerres de religion, il y a eu de grosses tendances, notamment chez ceux que l'on appelait les politiques, à accepter qu'un roi soit protestant, parce qu'après tout, pourquoi pas, un roi protestant, ça n'a pas d'importance, c'est quand même le roi. Eh bien non, le Parlement de Paris se prononce dans un arrêt qu'on appelle l'arrêt Lemestre de 1593, et qui dit que la catholicité est à mettre sur le même plan que toutes les autres lois fondamentales, et que par conséquent, eh bien, on ne peut pas être protestant. De même, nous dit l'arrêt Lemestre, qu'on ne peut pas être étranger. Mais la définition d'étranger, nous reviendrons sur le sujet parce que c'est pas évident. Bon, ce qui fait qu'à la suite de ça, eh bien, Henri
IV n'attend pas longtemps, il abjure le protestantisme, et à ce moment-là, il peut être sacré, hein, il est sacré 6 mois plus tard à Chartres, non pas à Reims. Pardon? Il n'y a pas de sacré à Reims. Non, c'est clair, à Chartres, parce que Reims était encore aux mains de la Ligue. Autre principe qui appartient à la monarchie française, l'indisponibilité de la couronne. La couronne n'est pas la propriété personnelle du roi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le roi qui est la propriété de la couronne. C'est pour ça que les légistes comparent, tout respect maintenu, n'est-ce pas, les légistes comparent la situation du roi à celle d'un serf, dans la mesure où il est attaché à sa fonction et ne peut pas en sortir. Exactement comme un cerf est attaché à sa glèbe et ne peut pas en sortir. Le roi ne peut pas s'en aller, il ne peut pas désigner son successeur, il ne peut pas renoncer à la couronne, il ne peut pas abdiquer, hein, ni écarter quelqu'un de sa succession. Vous voyez, il y a une procédure extrêmement exigeante, hein, de la monarchie. C'est ainsi que Louis XIV, qui décide par testament que des fils de son sang, mais évidemment qui n'étaient pas les fils de la reine, n'est-ce pas, mais qui étaient les fils de Madame de Montespan, et qu'il avait légitimé, et il décide qu'ils ils peuvent être dynastes, et le Parlement de Paris se prononce sur la question et dit il n'est pas question, ce n'est pas possible, seuls les enfants légitimes du roi peuvent revenir. Donc, on voit bien que cette constitution du royaume, des lois fondamentales, elle est empirique. Elle s'est dégagée avec le temps, comme toutes les grandes choses qui se dégagent de la nécessité et de l'histoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces lois fondamentales, elles évoluent selon le mode traditionnel. C'est-à-dire que vous savez que la tradition, c'est exactement comme la jurisprudence. Une jurisprudence ne dit jamais, à partir de maintenant, nous disons que. Elle dit, non, non, la règle a toujours été ça, mais nous l'interprétons différemment. Voilà. Nous l'interprétons de cette manière, mais elle a toujours été comme ça. Il n'y a pas de changement. La coutume, une tradition coutumière ne connaît pas les changements brutaux. Bien, donc, je crois que je vous ai dessiné ce qu'étaient ces lois de succession monarchique, avec leur caractère très intransigeant, très particulier, et qui sont propres à la France. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont adopté la loi salique, mais jamais la loi salique avec une telle rigueur. L'Espagne, par exemple. Nous allons maintenant, dans une deuxième partie, parler du problème qui est soulevé sans arrêt, le traité d'Utrecht. Que se passe-t-il à la fin du règne de Louis XIV? Eh bien, le roi d'Espagne, Charles II, qui était malade depuis 40 ans et qui était totalement affligé de maux innombrables, hein, finit par mourir et il fait un testament dans lequel il désigne son petit-fils, fils donc de sa fille Marie-Thérèse, reine de France. Il décide son petit-fils pour être le roi d'Espagne. Petit-fils par les femmes, je précise, hein, puisque c'était le fils de la reine Marie-Thérèse de France, sa fille. Mais ce n'était pas, il n'était pas Habsbourg par les hommes, il était simplement le petit-fils du roi d'Espagne. Mais en Espagne, il n'y a jamais eu de loi salique. Hein. N'oublions pas que l'Espagne est le résultat de la fusion du royaume de Castille et du royaume d'Aragon, et que le royaume de Castille connaissait parfaitement l'avènement des femmes à la monarchie, avec la célèbre reine Isabelle de Castille, Isabelle la catholique, hein, qui est considérée comme, en quelque sorte, la fondatrice de l'Espagne. Et alors, ça pose un très gros problème, parce que les Habsbourg d'Autriche, eux disent non, 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 c'est pas vrai, c'est nous qui avons prendre le pouvoir, c'est nous qui avons le royaume d'Espagne. Et ça reconstituerait d'une certaine façon
l'empire de Charles Quint, qui était à la fois empereur romain germanique et roi d'Espagne. Alors ça ne plaît pas aux Espagnols. Ça ne plaît pas, je veux dire, aux Anglais. Ça ne plaît pas à l'Europe en général. Mais après tout, les Habsbourg d'Autriche disent, mais écoutez, on va s'arranger. Hein, les possessions espagnoles, on va les partager. On va les morceler, on en donnera un peu à tout le monde. Et comme ça, vous nous laisserez rester roi d'Espagne, une Espagne diminuée, et empereur germanique. Ce qui fait que, il faut bien souligner que la désignation de Philippe V, de Philippe d'Anjou, comme roi d'Espagne par le roi Charles II, elle satisfait les volontés des nationalistes espagnols. Parce que les nationalistes espagnols, ils se disent, au moins avec une fusion de la monarchie française et de la monarchie espagnole, eh bien, on sera protégé et on ne va pas avoir un morcellement d'Espagne. L'Espagne commence à avoir sa puissance. C'est curieux de voir le raisonnement qui était celui de ces gens qui ne manquaient pas d'esprit politique. Hein. Seulement, le reste de l'Europe n'est pas d'accord. Bien sûr, les Habsbourg ne sont pas d'accord, mais l'Angleterre n'est pas d'accord non plus. Vous vous rendez compte ce que ça représente? La France et l'Espagne qui forment un État qui représenterait 70% de la population européenne, avec des territoires gigantesques sur le monde entier. Les Anglais ne peuvent pas l'accepter. Et à ce moment-là, c'est la guerre. Et cette guerre va durer pendant 15 ans. 15 ans. La guerre de succession d'Espagne, une guerre extrêmement meurtrière dans laquelle la France aura contre elle toute l'Europe colonisée. Et elle réussira quand même à s'en sortir, la France, mais sans beaucoup de plumes, hein. Mais enfin, elle réussira à s'en sortir. Et à la fin de la guerre, eh bien, plusieurs traités sont signés, l'un avec l'Espagne, l'un avec l'Angleterre, à Utrecht, et puis un autre à Rastatt, et dans d'autres pays avec les divers belligérants, n'est-ce pas? Et au terme de ce traité, les Anglais exigent qu'il ne puisse y avoir de réunion des deux couronnes sous une même tête, sur une même tête. Et donc, renonciations qui sont réclamées à Louis XIV, qui refuse de les accorder au début, puis après la guerre continue, et à la fin, pour disons, atténuer les souffrances de la population, eh bien, le gouvernement français, le roi de France, accepte de signer ces renonciations et de les faire signer par Philippe d'Anjou, son petit-fils. Alors, là, ici, vous remarquez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un loi fondamentale, l'indisponibilité. Et là, nous achoppons au problème de l'indisponibilité. Est-ce que ces renonciations sont valables ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Premier problème, les renonciations sont-elles possibles? Les lois fondamentales disent non, et le roi Louis XIV a quand même signé ces renonciations. Deuxième problème, cette renonciation est-elle opposable aux descendants? Une fois qu'elles ont été faites, est-ce que les descendants de Philippe V peuvent également considérer que ces renonciations les ont fait renoncer à leurs droits? N'oublions pas quand même qu'il y a un petit problème, en l'occurrence, indépendamment de la disponibilité du royaume, il y a le fait qu'on ne peut pas renoncer à une succession non ouverte. Dans le principe général du droit civil, on ne peut pas renoncer à une succession non ouverte. Si vous dites, moi, mon grand-père va mourir un de ces jours, mais je renonce d'avance à cette succession, c'est pas possible. Ça ne sera pas, c'est nul et non avenu. Vous avez le droit de le faire quand la succession est ouverte. Mais tant qu'elle n'est pas ouverte, vous ne pouvez pas le faire. Donc, les partisans des droits des Espagnols s'appuient sur trois arguments qui sont apparemment très forts. Premièrement, les renonciations sont formellement exclues par les lois fondamentales. Et, disent-ils, les descendants de Philippe V ne les ont jamais reconnus. Deuxièmement, un traité international, d'ailleurs tombé en désuétude, ne peut pas changer les lois fondamentales. Et par conséquent, nous disent-ils, ces partisans des Bourbons d'Espagne, au premier rang desquels il y a, tant qu'il est encore vivant, l'excellent Hervé Pinotto, le baron Pinotto, qui a été finalement, dans les années 50, l'exhumateur de
de cette branche des Bourbons, dont on parlait absolument pas avant. Alors, à ces arguments que je vous donne, les royalistes d'Action française répondent souvent, à mon sens, de manière un peu maladroite, en raison de la contradiction inhérente à leurs arguments. D'abord, en disant, le traité international, c'est un droit qui est supérieur au droit interne, donc un traité international a la possibilité de changer le droit interne. C'est quand même un peu faiblard pour des gens qui estiment que la France est maîtresse de ses lois. Dire, voilà, on a signé un traité international contre notre gré, et malgré tout, on doit l'accepter. C'est quand même délicat. Et puis, indépendamment de ça, se fonder sur le caractère étranger des Espagnols peut être un peu un anachronisme. Alors, qu'en est-il de cette querelle? En fait, les affirmations des Blancs d'Espagne sont, si on y réfléchit, très contestables. D'abord, il est absolument faux que les Bourbons d'Espagne aient refusé de renoncer à leurs droits. Ni, d'ailleurs, qu'ils l'aient fait en jouant le double jeu et en disant je signe, mais j'ai bien l'intention de ne pas respecter mon engagement. Les termes de Philippe V sont formels. De ma pure et franche volonté, je renonce pour toujours et à jamais pour moi-même et mes héritiers et successeurs. Bien sûr, ça n'empêche pas, 10 ans plus tard, lors de l'affaire Tchellama, l'affaire, vous savez, du marquis de Pontcallec, ça vous dit quelque chose, hein, une révolte, parce que le roi Louis XV, le petit roi Louis XV est encore enfant, il est très malade, on pense qu'il va mourir, et donc Philippe V en profite pour essayer de placer ses pions pour reprendre la couronne de France. Il tâche d'avancer ses pions, et d'ailleurs, il écrit en 1728 au pape, au ministre de France Fleury, et au duc de Bourbon, le chef de la maison de Condé, pour leur dire, s'il vous plaît, soutenez-moi comme roi de France. Mais attention, quand l'affaire loupe, que fait Philippe V? Eh bien, il dit, bon d'accord, j'y renonce, mais en échange, je veux 100 000 ducats d'or. Chaque fois, il négocie une nouvelle renonciation en échange d'avantages commerciaux, en échange d'avantages politiques ou financiers. Et ça va continuer comme ça pendant tout le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les Bourbons d'Espagne vont rapidement oublier leurs revendications sur la France, et lorsque la monarchie est renversée en France, les Bourbons d'Espagne ne prétendent absolument pas faire acte de succession, et Ferdinand VII va d'ailleurs reconnaître Napoléon comme souverain légitime de la France. On verra même un autre Bourbon, le duc de Parme, qui va recevoir des mains même de Napoléon la couronne de roi d'Étrurie, hein, qui va, un royaume d'Étrurie éphémère, qui va être créé par Napoléon, et pour lequel les Bourbons d'Espagne vont accepter que Napoléon leur donne ses droits. Donc il n'y a absolument pas de continuité dans la revendication. Comparons cette attitude-là à celle de Louis XVIII, qui, au même moment, exilé dans un pays au climat épouvantable, logeant dans des châteaux à moitié en ruine et pas chauffés, alors qu'il est un grand malade, refuse obstinément toutes les offres de Napoléon de reconnaître son pouvoir. Et il y a voyons la différence. Louis XVIII, peut-être que c'est un personnage qui n'était pas toujours très sympathique, mais au moins on ne peut pas lui reprocher d'avoir bradé les droits qu'il avait reçus de ses ancêtres. Il les a soutenus alors qu'il vivait dans une situation proprement épouvantable, hein, puisque 2 prêtres se sont suicidés tellement les conditions étaient épouvantables, les conditions dans lesquelles cette cour qui était une apparence, une illusion, c'est les conditions dans lesquelles cette cour vivait à Mittal, en Courlande,
et dans le nord de la Russie. Ensuite, Charles X et Louis XVIII arrivent au pouvoir, et en aucune façon, ni Charles X ni Louis XVIII n'entendent contester les droits des Orléans. Et pourtant, je vous rappelle quand même que les Orléans, à l'époque, avaient porté la tâche de Philippe Égalité, qui avait voté la mort de son cousin. Donc, Louis XVIII, rentrant en France, aurait pu dire bon, les Orléans sont disqualifiés par leur conduite, mais pas du tout. Louis XVIII dit bah oui, bien sûr, Philippe Égalité était un grand coupable, mais les lois fondamentales du royaume exigent la transmission. Il n'y a pas de discussion sur la transmission des droits des Orléans à la couronne de France. Et d'ailleurs, c'est justement parce que le duc d'Orléans va se réjouir de la mort d'un héritier de la branche aînée, et espérant que ça y reviendra après, que Louis XVIII, par punition, va le priver de son mandat d'altesse royale sans pour autant lui enlever ses droits. Bien. Enfin, je vais, là j'espère que je ne vais pas faire exploser une bombe trop bruyante dans cette assemblée, mais les Bourbons d'Espagne ne sont absolument pas les aînés des Bourbons. Les aînés des Bourbons sont les Bourbon-Busset. Le comte de Bourbon-Busset, actuellement, est l'aîné des Bourbons. Alors, qui sont les Bourbon-Busset? Eh bien, c'est toujours, on remonte à Saint-Louis, n'est-ce pas? Un petit-fils de Saint-Louis était un Bourbon-Busset, et il était comte de Busset, et donc il avait des accointances avec le duc de Bourgogne à l'époque, et le duc de Bourgogne lui avait proposé de devenir souverain d'un petit état de l'Europe rhénane qui s'appelait la Principauté de Liège. Hein, la Principauté de Liège. Et cette principauté est une principauté ecclésiastique. Il avait épousé la fille du duc de Gueldre, et il en avait eu 3 enfants d'ailleurs, sans aucune discussion. Le duc de Gueldre était un des plus grands seigneurs de la chrétienté. Et on lui dit bah, vous ne voulez pas être évêque, prince évêque de Liège? Alors, oui, c'est que quand on est évêque, en principe, on est célibataire. Mais une dispense suffit. Et les princes évêques de Liège, la principauté de Liège va rester pendant plusieurs générations entre les mains des Bourbons-Busset. Et donc, cette acceptation d'une souveraineté étrangère et par définition, comment dirais-je, ecclésiastique, donc qui ne comprenait pas, qui n'avait pas le caractère de la monarchie française, bien, cette acceptation impliquait que les Bourbon-Busset ne se considéraient plus comme pouvant prétendre à la couronne. Et d'ailleurs, lorsque, à la fin du XVIe siècle, Henri IV s'apprête à prendre Paris, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le comte de Bourbon-Busset en disant « Entendez-vous faire valoir vos droits ?» Et le comte de Bourbon-Busset dit « Non, je ne veux pas. » Et donc c'est pour ça que les Bourbons, qu'Henri IV a pu régner sur la France, parce que les Bourbon-Busset n'entendaient pas faire acte de prétendance. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très connu quand même. Hein. Mais c'est absolument discutable. Hein. Personne ne songera à le nier. Alors, bien sûr, après on a dit oui, mais c'était un lignage bâtard. Non, c'est pas un lignage bâtard. Jamais le comte de Bourbon-Busset n'aurait pu épouser la fille du duc de Gueldre, n'aurait pu faire des enfants à la fille du duc de Gueldre sans se marier. C'est absolument inimaginable. Bien. Donc, les Bourbons d'Espagne, quels qu'ils soient, ne sont pas les ennemis des Bourbons. Mais non seulement les Bourbons d'Espagne ne sont pas les ennemis des Bourbons, mais au sens français du terme, ce ne sont pas des Bourbons. Les Bourbons d'Espagne actuels ne sont pas des Bourbons. Du moins, au sens français du terme. Pourquoi?
Eh bien parce que les Bourbons d'Espagne actuels, c'est-à-dire le roi Juan Carlos et le petit prince Louis, son père, le duc de Cadiz, et son grand-père, le duc de Ségovie, sont les descendants d'Alphonse XII, roi d'Espagne. Or, Alphonse XII est le fils de la reine Isabelle d'Espagne et du comte de Puigmolto. Parce qu'en fait, la reine d'Espagne, Isabelle, avait épousé son cousin Germain, qui était non seulement homosexuel, mais travesti. Ça existait déjà. Comment? Ça existait déjà. Ça existait déjà, bien sûr. D'ailleurs, vous savez, en Espagne, on l'appelait Paquita. Et sa femme, la reine Isabelle, disait j'aime les dentelles, mais beaucoup moins que mon mari. Donc, le roi consort François d'Assise, qui était lui-même fils du roi de François de Sales, François de Paule, qui était lui-même fils de Charles IV, de la femme de Charles IV, Marie-Thérèse de Bourbon-Parme, et du ministre Godoy. Donc, le résultat d'une double bâtardise adultérine par les femmes. C'est exceptionnel, c'est très rare. Parce que d'habitude, la bâtardise par les hommes, ça a un peu arrivé, mais la bâtardise par les femmes, c'est une forfaiture. Donc, la reine d'Espagne, Marie-Thérèse, avait fauté avec le prince de la paix, Godoy, deux enfants en fait. Et d'ailleurs, cette paternité a été contestée par Ferdinand VII, qui était son propre frère de François de Paule, en disant « Mon frère n'est pas légitime, il n'est pas le fils de mon père. Mon frère est le fils de Godoy. » Et deuxième génération, François d'Assise, qui est totalement homosexuel et qui devient roi consort d'Espagne. Et la reine a fait quand même 11 enfants, aucun du même père. Oh, bien. Pas mal, hein? Et d'ailleurs, c'est tout, vous savez, ça a l'air d'être des ragots, ça a l'air d'être des ragots de bas étage, mais c'est l'histoire, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Chaque fois que la reine faisait un enfant, le roi consort lui envoyait une lettre en disant « Le roi consort félicite la reine d'avoir pu être enceinte et souhaite bonheur à vos... » Et la reine le reconnaît, elle reconnaît très bien que c'est... D'ailleurs, dans le titre, tous les pères putatifs, les pères réels, biologiques, elle les titre de manière ronflante, elle leur donne des apanages, etc. C'est quelque chose qui n'est pas contesté. Bon, alors vous comprenez, dire « Ah, quand même, c'est honteux de dire une chose pareille », attention, le sang de France ne se présume pas. Là, en l'occurrence, vous avez une rupture dynastique qui suffit à dire que si les Bourbons d'Espagne actuels sont des Bourbons au point de vue espagnol, parce que la reine Isabelle, elle était bien une Bourbon, hein, pas de problème, et sa maternité n'est pas contestée. En revanche, les pères ne sont absolument pas des Bourbons. Donc, le prince Louis, tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas un Bourbon au sens français du terme. Hein. D'ailleurs, vous savez, cette attitude, cette particularité des enfants de François d'Assise, cette homosexualité de François d'Assise, était à ce point connue que lorsque la sœur de la reine veut se marier, eh bien le roi Louis-Philippe lui donne son fils, le duc de Montpensier, dans l'espoir secret que dans la mesure où François d'Assise ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'il était homosexuel, eh bien ce serait le duc de Montpensier qui deviendrait roi d'Espagne. Soit dit en passant, le traité d'Utrecht, un peu oublié, hein, à ce moment-là. Et donc, en fait, la seule chose que Louis-Philippe n'avait pas prévue, pas imaginé une chose pareille, c'est qu'une femme peut avoir des enfants avec quelqu'un d'autre que son mari. Voilà ce que nous donne l'histoire. Bien.
Donc, tous ces faits que je viens de vous énumérer nous apprennent qu'une succession royale, c'est très différent d'une succession en droit privé. Et je vais maintenant aborder la troisième partie de mon exposé, consacrée au caractère d'une succession royale et des relations qui existent entre une succession royale et sa prétendance. Et bien d'abord, il faut savoir une chose, c'est que la succession d'une monarchie existante n'est pas du tout la même chose que celle d'une monarchie disparue. La succession d'une monarchie en fonction, elle efface tous les choix possibles au profit du réel. La succession, elle a lieu, ça fait partie de la conduite. Alors qu'une prétendance, c'est pure virtualité, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de volonté au service d'une prétendance, cette prétendance n'a aucune réalité, elle n'est que nuée. Je vous prends un exemple, la succession jacobite en Angleterre. Vous savez que le roi d'Angleterre, Jacques II, a été chassé à la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle, pardon. Elle a été XVIIe siècle. Oui, 1688, hein, la Glorious Revolution. Et le roi Jacques II a été chassé du pouvoir, et de manière tout à fait illégitime, mais en Angleterre, l'usurpation est très fréquente, eh bien, c'est son beau-frère qui va prendre le pouvoir, Guillaume d'Orange, et qui va donner naissance à une nouvelle dynastie. Mais les Jacobites ont continué à avoir une descendance. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez des gens qui disent qu'ils sont la succession jacobite et qui peuvent prétendre légitimement au trône d'Angleterre. Qui sait? C'est le roi de Bavière, enfin, le duc de Bavière, qui dit voilà, je suis le roi d'Angleterre. Mais ça, c'est une chose qui est. Bon, il a des papiers, il prouve sa généalogie, mais ce n'est qu'une illusion. Ça n'a aucune valeur ni historique ni politique. C'est un souvenir de famille, mais ce n'est rien d'autre. Donc attention, une prétendance doit être subordonnée à la volonté. Et la volonté, ça veut dire qu'il y a un prix payé pour ça. Et ceci signifie qu'une restauration, qu'on le veuille ou non, est toujours plus ou moins une instauration. D'autre part, la continuité et la pérennité, ça vaut pour la prétendance comme pour la succession. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a un principe général du droit, de la temporalité, selon lequel un droit qui n'est pas exercé très longtemps finit par être perdu. Que se serait-il passé si Louis XV était mort sans héritier? Peut-être qu'à ce moment-là, les Bourbons d'Espagne, s'ils avaient eu la possibilité, peut-être qu'ils seraient devenus rois, et la discussion ne se ferait plus. N'est-ce pas? Ou si à la mort du comte de Chambord, les rois carlistes avaient décidé de tenter le coup en France. Car, n'oublions pas une chose, c'est que, alors, là, on rentre dans les complications épouvantables de la dynastie espagnole. Vous savez qu'en Espagne, donc, vous avez pendant très longtemps eu deux dynasties qui se disputaient le pouvoir. Vous aviez la dynastie des Alphonsins, des Isabellins, et la dynastie des Carlistes, qui date de 1839. En 1839, le roi Ferdinand VII décide d'abolir la loi salique, hein, et il va désigner sa fille pour être reine d'Espagne, cette fameuse reine Isabelle dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Mais son oncle, Carlos, dit moi je ne suis pas du tout d'accord, la loi salique, vous n'avez pas le pouvoir de la changer, et c'est moi la loi. Et alors, intéressant à savoir, le roi carliste est, disons, contre-révolutionnaire, et au contraire, la reine Isabelle est libérale, comme Louis-Philippe, style monarchie constitutionnelle, acceptant les principes de la Révolution. Donc, à la mort du comte de Chambord, si on avait appliqué les principes de succession, qui sont soutenus par les Espagnols, ça aurait été les rois carlistes qui auraient pris le pouvoir. Mais les rois carlistes le refusent. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le roi d'Espagne, ils veulent être le roi d'Espagne. La France, ça ne les intéresse pas. Un pays en révolution dans lequel il y a des ennuis, des coups à recevoir, ça ne les intéresse pas du tout. Donc ils vont refuser la couronne.
Et après, le pape leur demande de renoncer à la couronne, ils réitèrent leur renonciation, et puis par la suite, le roi carliste écrit au duc d'Orléans, au comte de Paris plutôt, pour lui dire, écoutez, si vous me reconnaissez comme roi d'Espagne, hein, donc roi, moi je vous reconnais comme roi de France. Vous voyez, le cas qu'ils font de leur prétendance. Hein. Et si demain, les Bourbons-Busset disaient, c'est nous les aînés des Bourbons, c'est vrai, c'est nous, on veut le pouvoir. Bon, ça veut dire que tous les rois depuis Henri IV sont illégitimes. Absurde. Eh bien oui, c'est-à-dire que tous les monarques sont illégitimes. Donc, il faut être conscient que la prétendance, la succession royale, elle est le produit de l'histoire. Voilà. Et la continuité d'une prétendance, c'est quelque chose qui se paye très cher. Vous comprenez, les Orléans, en prétendant à la couronne, ils ont subi d'innombrables avanies. Ils ont été exilés, leurs biens ont été confisqués, n'est-ce pas? Ils ont vécu en exil pendant 70 ans, n'est-ce pas? Donc il y a un prix à payer pour une succession, pour une prétendance, et les Orléans le payent. Au contraire, les Bourbons d'Espagne n'ont rien payé du tout, ça leur a totalement indifféré. Le dernier roi carliste est mort en France, hein, le dernier roi carliste, l'avant-dernier roi carliste, Jaime, est mort en France, sans prétendre rien du tout, et en étant totalement indifférent vis-à-vis du pays qu'il hébergeait. Et d'ailleurs, la République française ne considérait absolument pas qu'il était un danger pour eux, alors que les prétendants à la couronne de France étaient interdits de séjour en France. Hein. Mais on ne considérait absolument pas que Jaime était un danger. Voilà. Et de même, par la suite, avec les Alphonsins, c'est à partir du duc de Ségovie que le duc de Ségovie, donc le fils aîné d'Alphonse XIII, il dit, bah ouais, je suis roi de France. Voilà. Il dit, voilà, je suis le roi de France. Jamais ses ancêtres ne l'ont fait. C'est la première fois qu'il affirme ça. Ça ne lui coûte rien, au contraire, ça lui rapporte de l'argent. Parce que, sans arrêt, on vient lui demander de renoncer en échange de monnaie sonnante et trébuchante qu'il accepte. Très politique. Donc, il est clair qu'une prétendance qui n'est pas soutenue pendant longtemps, elle se détruit, elle disparaît. On perd ses droits si on ne prétend pas à la couronne trop longtemps. D'ailleurs, même cas dans une autre dynastie, celle de Naples. À Naples, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, le roi d'Espagne n'a pas d'enfant, et le parent le plus proche, c'est le roi de Naples, enfin, le prétendant à la couronne de Naples. Donc, il dit à son cousin, si vous acceptez de renoncer à vos droits à la couronne de Naples, je vous fais un franc d'Espagne, et c'est vous qui serez sur l'ordre de succession. Et il accepte. Donc il renonce à la couronne, et puis il laisse les droits à son frère cadet. À Naples, ce n'est pas les mêmes principes qu'en France, hein. La renonciation est possible. Et puis, après, le manque de peau, le roi d'Espagne fait successivement un tir doublé, il a deux fils. Et donc à ce moment-là, tant pis, hein, merci d'avoir accepté, mais c'est trop tard. Et son petit-fils dit, finalement, c'est moi le roi de Naples. Donc il y a deux prétendants à la couronne de Naples. L'un dont le grand-père a renoncé pour devenir roi d'Espagne, et l'autre qui a continué à assumer la prétendance. Et il est évident que c'est celui qui a assuré la prétendance, qu'il a subi pendant un siècle, qui va avoir les faveurs des partisans. N'est-ce pas? Donc il faut bien voir que la continuité des princes, c'est très important pour apprécier la qualité d'une prétendance. Et si vous voulez, je vous propose de lire la liste de ceux qui auraient été rois d'Espagne si les partisans du prince Louis avaient raison. D'abord, vous avez Jean III, comte de Montizan, prétendant carliste de 1822 à 1880. Non, il est né en 1822, il est mort en 1887, et lui, en fait, il n'a jamais rien fait, ni pour le carlisme, ni pour le légitimisme. Il a toujours vécu tranquillement sur la Côte d'Azur, sans rien faire.
Ensuite, Charles XI, roi carliste, qui fut un défenseur fougueux du carlisme, un homme qui s'est battu de toutes les manières, qui a également, disons, goûté les fruits de l'aventure, si je puis m'exprimer ainsi. Mais évidemment, lui, la France ne l'intéressait absolument pas. Hein. Il était toujours fidèle à l'attitude de l'Espagne depuis Philippe V, c'est-à-dire les intérêts totaux de la France. Ensuite, Jacques Ier, le Donheim. Et Donheim était un officier russe. Il a servi en Russie. Très courageux, mais absolument pas de sérieux, vivant d'une manière en dilettante, si vous voulez, sans aucune prétention pour quoi que ce soit. En plus, il avait des idées très libérales. Et Jaime meurt en 1931, et c'est son oncle qui lui succède, Alfonso Carlos, le dernier duc de Saint-Crème, qui fut un grand soldat de la cause carliste. Il a commencé à se battre à l'âge de 16 ans, contre les troupes espagnoles isabellines. Et toute sa vie, il a combattu. Pendant la guerre de 14, il a proposé de s'engager côté allemand. Et il est considéré comme, par les partisans du prince Louis comme étant l'un des rois de France. Bon, alors qu'il ne voulait jamais mettre les pieds en France, il avait pour la France plutôt de la détestation que de l'amour. Ensuite, Alphonse XIII, roi d'Espagne, Alphonse II pour les partisans des Espagnols. Lui ne s'est non plus jamais intéressé à la France, parce que pendant qu'il était soi-disant devenu roi de France en 1936, eh bien, c'était la guerre civile en Espagne, il avait autre chose à faire que s'intéresser à ces choses-là. Ensuite, Jacques II, duc de Ségovie, dont je vous ai parlé un peu d'ailleurs, qui était sourd, muet et aveugle, et qui, lui non plus, n'a jamais été véritablement un prétendant. Ensuite, Alphonse III, le duc de Cadiz, qui a épousé la petite fille du général Franco, qui ne fit jamais aucun acte de prétendance. La seule chose qu'il a affirmée, de manière inexacte, c'est qu'il était l'aîné des Bourbons. Et enfin, le prince Louis, qui a été privé de tous ses titres par le roi d'Espagne. Ça, c'est très important de comprendre. Pour ces gens-là, comme ils ont tout perdu dans leur pays d'origine, puisque le roi d'Espagne leur a enlevé tous leurs titres, ils ne sont plus rien, ils ne sont plus enfants d'Espagne, le prince Louis n'est pas enfant d'Espagne, il n'a aucun titre de noblesse, puisque la constitution espagnole de Juan Carlos a aboli toute hérédité nouvelle des titres de noblesse. Donc le prince Louis n'a rien. Donc, quand même, être prétendant à la couronne de France, c'est une occupation. Voilà. Ça peut, c'est un lot de consolation. Mais non, la France n'est pas un lot de consolation, de même que la France n'est pas une dot. Voilà. Donc, 8 princes, dont 6 ne jugeaient pas du tout nécessaire d'avoir une résidence en France, ni de participer aux guerres françaises, etc. Comparons avec les princes d'Orléans, les 5 princes d'Orléans, qui tous souffrirent et combattirent pour leur cause, en tentant de s'engager dans les troupes françaises, 1914, 1939, le défunt comte de Paris qui s'engage dans l'armée française, qui reste dans la Légion étrangère pendant 3 semaines avant d'être démasqué et chassé à cause de son hérédité. Donc, ceci ne veut absolument pas dire que si les Orléans sont la dynastie, la branche des Bourbons légitimes pour venir en France, il faille adhérer à l'orléanisme. L'orléanisme n'est pas du tout le fait de considérer que les Bourbons-Orléans sont légitimes. Il consiste à accepter les principes de la monarchie de Juillet, qui est effectivement la monarchie de Louis-Philippe, et qui est une monarchie qui avait abandonné les principes traditionnels de la monarchie française. Je ne me considère pas du tout comme orléaniste. L'orléanisme est une tentative qui a été faite et qui a échoué. Elle a été une tentative de syncrétisme entre la Révolution et la tradition, et cette tentative était vouée à l'échec et elle a échoué. Donc, en aucune façon, les partisans des Orléans ne se sont placés dans la succession idéologique des Orléans, mais au contraire, dans la tradition française. Enfin, je préciserai que le problème que nous avons, c'est que une prétendance,
c'est un projet politique. C'est pas seulement un projet, c'est pas seulement une affirmation irénique, n'est-ce pas? Un projet politique, c'est par définition agonique, parce que quand vous faites de la politique, nécessairement, vous heurtez au conflit. Ça, c'est le gros problème. La politique, c'est conflit, par excellence. Et si vous dites, comme le petit prince Louis, je ne prétends pas, je suis, mais c'est une absurdité. On n'est pas. Si on n'est pas, si on est prétendant, on doit faire, on doit montrer la voie, on doit combattre, on doit conduire. C'est très important de comprendre ça, c'est que la prétendance, c'est quelque chose de politique. Et donc, les prétendants Orléans, certains d'entre eux ont eu une attitude que nous avons critiquée. Par exemple, l'attitude du défunt comte de Paris a été certainement critiquable, mais au moins, il a fait tout ce qu'il a pu pour régner. Hein, et il a mené un combat politique sans relâche, dans lequel il s'y est ruiné. Voilà. Conclusion de tout ça. Qu'est-ce que je vous dirais? Eh bien qu'une prétendance s'apprécie par rapport à des droits, mais aussi par rapport à un projet, par rapport à une idéologie que ce projet véhicule. Or, les gens qui s'intitulent aujourd'hui légitimistes et qui utilisent le mot légitimiste pour étayer les prétentions du petit prince Louis, n'est-ce pas? Eh bien, ces gens-là retrouvent les tares de l'ancien légitimisme en les majorant au maximum. Qu'est-ce que c'était? Quel grand problème du légitimisme du XIXe siècle? C'est qu'il a connu une évolution mystique et ultramontaine qui lui a fait fuir la réalité. D'ailleurs, n'oublions pas que après le ralliement à la République, la plus grande partie des légitimistes, pas tous, mais la plus grande partie des légitimistes vont se rallier à la République, au premier rang desquels Albert de Meaux, n'est-ce pas? Bien sûr, d'autres légitimistes ne se rallieront pas, en particulier René de la Tour du Pin, qui va au contraire se rallier, lui, à l'Action française. Alors que les orléanistes se sont moins ralliés, et ne parlons pas des bonapartistes. Alors depuis 1873, qui est la date de la fusion, entre la réconciliation entre le comte de Chambord et la famille de Bourbon-Orléans, il n'y a plus d'orléanisme. Les vrais orléanistes, c'est-à-dire le prince de Joinville, le duc d'Aumale, la duchesse d'Orléans, n'est-ce pas, qui eux n'acceptaient pas cette réconciliation, ont déshérité leurs descendants. Le comte de Paris a été déshérité par le duc d'Aumale. Si aujourd'hui le château de Chantilly appartient à l'Institut et pas au comte de Paris actuel, c'est parce que le duc d'Aumale a supprimé son neveu de la liste des héritiers et a préféré le donner à l'État français que de le léguer à son neveu, parce que le comte de Paris avait refusé de continuer la tradition de Louis-Philippe et voulait se référer à la vieille tradition de la monarchie française traditionnelle. Donc, comment? Si ça, c'est à savoir. Oui, c'est à savoir, bien sûr. Donc, dans le néo-légitimisme, on retrouve certaines caractéristiques: le refus du politique, le refus de prendre position, providentialisme aveugle, cléricalisme des yeux fermés, cette attitude de statisme, je me contente d'exister, d'être en tant que tel, et ça suffit. Et puis évidemment, un côté caritatif et mondain, ce qui veut dire pas d'ennemis, mais pas de véritable dévouement non plus. Eh bien, ce choix est une voie sans issue, une tentation pour les royalistes. Eh bien, je pense que les vrais partisans de la monarchie ne seront pas tentés par elle. Alors, s'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, leur opinion divergente est la bienvenue. Ah oui, après, il est difficile de remonter le courant, parce que c'est vrai que vous avez fait une démonstration qui est difficile de contrer. Écoutez, je sais pas, vous savez, je suis sûr que si Hervé Pinoteau était là, il trouverait des choses à redire. Non, moi, je
je suis peut-être une Fort, injuste. s'il vous plaît. Je suis monarchiste de cœur, mais sans culture, on va dire. J'aimerais que vous me situiez Charles d'Orléans, le poète. Il se retrouve parce que pour moi, la légitimité orléaniste, elle est due au fait que le roi Louis XIV et son frère, Les ducs d'Orléans. le duc d'Orléans, hein. Alors ensuite, après bon, quand on regarde tous les côtés historiques, Léator qui a raison, les hommes sont tellement orgueilleux qu'ils sont toujours prêts à se mettre en guerre. Mais j'aimerais bien, moi, que vous me resituiez notre prince poète, le Charles d'Orléans, qui est quand même... Mais c'était bien Ah ouais, avant. mais C'était bien avant Charles Voilà. d'Orléans. C'est au moment de la guerre de 100 ans. Oui, Parce que si on va par là, la constitution de la France, pour moi, elle est lue quand même avec l'esprit capétien, la légitimité capétienne. La fille de Louis XI, c'est quand même le mariage de la France d'Oy et la France d'Oc, c'est quand même par des femmes. C'est vrai que c'est un petit peu complexe quand on pauvre l'histoire de France, mais alors moi je suis attachée, j'allais dire, sur le plan héréditaire à la famille d'Orléans, avec ce fait que Henri IV a Si vous bien permettez, dit- madame, je voudrais d'abord vous dire quelque chose d'important. C'est que l'appellation Orléans c'est un apanage. Et donc, ne croyez pas que tous les gens qui ont porté le titre de duc d'Orléans soient directement descendants des uns des autres. Voilà, oui. Ce n'est pas du tout le cas. Le Charles d'Orléans dont vous parlez n'est absolument pas l'ancêtre du duc d'Orléans que nous avons eu aujourd'hui, ou même que nous avons Ah bon, aujourd'hui. d'accord. C'est un apanage, de même que duc de Montpensier, de même quoi d'autre que duc de comte de Charolais. Enfin, tout ça, ce sont des titres qui sont des titres d'apanage. Le titre de duc d'Anjou, par exemple, a été porté successivement par le fameux Philippe V, et puis ensuite par Louis XV, par Louis XVI, par Louis XVIII, avant de s'appeler comte de Provence. Donc ce sont des appellations. Ne nous y trompons pas. Donc ne vous laissez pas surprendre par cette dénomination. Moi, alors, je voudrais simplement rajouter quelque chose. Vous avez fait allusion au fait que le comte de Paris décédé s'était engagé incognito dans l'armée française. Sous le nom d'Orléac. Voilà. Eh bien, il a été découvert à Voreppe, dans la cluse de Voreppe, Non. et par une dame qui l'a reconnue et qui lui a donné du Monseigneur, etc. Et le comte de Paris l'a fait taire pour ne pas, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore découvert. Et il n'est pas encore découvert. Ben oui, il faut savoir tenir ça dans quelques jours. Voilà, c'est tellement complexe, hein, ces façons, parce que pour moi, le comte de Paris,